comment évaluer l'énergie libérée par une combustion? Quels sont les enjeux sociétaux de ces réactions? C'est ce que nous allons traiter dans ce chapitre. Tout d'abord, revoyons la notion de réaction de combustion. Il y a forcément un combustible qui a la propriété de brûler en présence d'un autre réactif qu'on appelle le comburant. Cette réaction va former des produits, mais libère toujours de l'énergie, énergie utilisée dans le domaine du transport, avec les moteurs à explosion, dans la métallurgie ou encore pour les particuliers, avec le chauffage, la cuisson des aliments, etc. Le comburant est en général le dioxygène. Pour les comburants, on trouve le charbon de bois, le charbon correspondant à du carbone, ou encore du butane, du gaz de ville, du bioéthanol ou tout simplement du bois. De manière générale, toutes les molécules organiques, molécules contenant principalement du carbone et de l'hydrogène, sont des combustibles. Deux familles de molécules organiques sont très utilisées en tant que combustibles. Les alcanes, comme le butane ou le méthane, et les alcools, avec notamment le bioéthanol. Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du méthane correspondant au gaz de ville? Expérimentalement, on peut mettre en évidence la formation d'eau, mais aussi la formation d'un autre produit, le dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux. De manière générale, il se forment les mêmes produits avec les autres combustibles. Donc ici, par exemple, réaction avec le méthane et le dioxygène, mais de manière générale, eh bien, quel que soit le combustible cité précédemment, on aura formation de molécules d'eau et de dioxyde de carbone. On peut donc écrire l'équation suivante, dans le cas du méthane. Méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. S'il y a suffisamment de dioxygène dans le milieu, la combustion est dite complète. Elle ne produira alors que du dioxyde de carbone et de l'eau, comme dans l'animation. Il n'y aura pas de formation de carbone ni de monoxyde de carbone. Donc, dans le cas général, on écrira l'équation de la manière indiquée, CXHYOZ étant la formule générale du combustible, Z pouvant être égal à 0 si le combustible est un alcane. Dans ce cas-là, il n'y aura que des atomes de carbone et d'hydrogène. Maintenant qu'on a revu l'équation d'une combustion complète, on peut s'intéresser à son aspect énergétique. Alors, une réaction de combustion libère toujours de l'énergie. Elle est donc forcément exothermique, même si un apport initial d'énergie est nécessaire pour la déclencher. La quantité d'énergie libérée, notée grand Q, est donc comptée négativement. Alors on peut la déterminer de deux manières différentes, soit à partir de l'énergie molaire de combustion, qui correspond à l'énergie libérée par une mole de combustible. L'énergie molaire de combustion est bien entendu négative, et connaissant la quantité de matière petit n de combustible, on pourra alors calculer la quantité d'énergie totale libérée au cours de la réaction. Autre méthode, eh bien à partir du pouvoir calorifique, noté PC, du combustible, qui correspond à l'énergie libérée par 1 kg de combustible cette fois-ci. Alors par convention, le pouvoir calorifique est une valeur positive, et donc connaissant la masse du combustible utilisé, on pourra déterminer la quantité d'énergie
qui sera libéré au total. Donc dans l'expression, par contre, on mettra un signe moins, comme le pouvoir calorifique est compté positivement et que l'énergie par convention libérée au cours de la réaction, elle, est comptée négativement. Alors revoyons ce qu'il se passe déjà d'un point de vue microscopique pour déterminer l'énergie molaire de combustion, toujours dans le cas de la combustion du méthane. Donc pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, des liaisons doivent être rompues et d'autres doivent être formées. Plus précisément, des liaisons CH pour le méthane et des liaisons OO pour le dioxygène sont rompues, alors que des liaisons CO et OH vont être formées. Voilà, donc on identifie les réactifs, les produits, et on peut à nouveau écrire une équation, soit avec les modèles moléculaires, soit avec les formules chimiques. Donc le méthane symbolisé par CH4, le dioxygène par O2, le dioxyde de carbone CO2 et molécule d'eau H2O. Alors pour conserver le nombre d'atomes de part et d'autre de l'équation, il ne faut pas oublier de compléter l'équation par des nombres stöchiométriques adaptés, ce qui n'était pas le cas dans la simulation précédente. En général aussi, pour les réactions de combustion, on ne mettra pas un signe égal, mais on mettra une simple flèche entre les réactifs et les produits. Ainsi, pour une mole de combustible méthane, CH4, il réagira 2 moles de dioxygène et cela donnera 1 mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. L'énergie molaire de combustion est donc l'énergie libérée par la combustion complète d'une mole de combustible. Alors il faudra donc bien s'assurer que le nombre stöchiométrique placé devant le combustible, ici le méthane CH4, soit égal à 1 dans l'équation pour pouvoir déterminer correctement la valeur de cette énergie molaire de combustion. Alors on envisage ensuite un processus hypothétique au cours duquel toutes les liaisons des réactifs sont rompues pour donner des atomes isolés. Et à partir de ces atomes isolés vont se former les liaisons des produits. Donc ici, une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Si on s'intéresse à une mole de méthane CH4. La rupture d'une liaison covalente, donc si on s'intéresse maintenant d'un point de vue énergétique, nécessite un apport d'énergie au système chimique, alors que la formation d'une liaison covalente va libérer de l'énergie. Voilà pourquoi le bilan des énergies de liaison rompues et formées va permettre d'évaluer l'énergie molaire de combustion. Donc, grâce à ce diagramme énergétique, on pourra établir la relation suivante. L'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies de liaison rompues moins la somme des énergies de liaison formées. Pour terminer ce chapitre, intéressons-nous maintenant aux enjeux sociétaux. La question énergétique est au cœur des préoccupations internationales. L'économie mondiale se trouve face à un triple défi. Développer l'accès à l'énergie pour l'ensemble de la population, économiser les ressources fossiles non renouvelables, qui sont donc épuisables, et minimiser l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Pour cela, il est donc indispensable de réduire l'émission de polluants atmosphériques dus à l'exploitation de ces combustibles fossiles, les alcanes utilisés étant présents dans le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Il est indispensable aussi de réduire l'émission de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone fait partie. Il faut améliorer l'efficacité énergétique grâce à des systèmes de production plus performants. Maîtriser la demande énergétique par un comportement plus responsable. Développer aussi les énergies renouvelables comme la géothermie, l'énergie solaire,
l'énergie éolienne, ou encore augmenter l'utilisation de bioéthanol, donc ce qui est obtenu avec la biomasse, et du dihydrogène, notamment dans le secteur des transports. De cette façon, on pourra répondre aux besoins énergétiques croissants et réduire l'impact environnemental.